Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas présenter notre invité du jour par une voix off illustrée. Réalisateur, scénariste, magicien des effets spéciaux, Sébastien Drouin vient de réaliser son premier long métrage intitulé Cold Meat. En voici la bande-annonce. When I was a child, Here you go. my mother told me that humans are capable of the best and the worst. I am not done talking! She was wrong. Some are only capable of the worst. The natives have a legend about those people. A legend as old as the mountains of this region. They say that in time of famine, an evil spirit comes out of the woods to possess those who had cannibalized the flesh of their peers. It appears first in the dreams. But it's already too late for them. They're damned, condemned to become like it. The wandering soul seeking human flesh, always insatiable, never satisfied. Donc Sébastien, bonjour et merci de venir faire un petit tour avec moi de la tête dans les étoiles. Salut David, ça va? Ah, écoute, moi ça va, ça va. J'ai galéré pour reconstituer ton parcours. C'est un Ah truc bon? absolument compliqué de trouver des informations cohérentes et surtout centralisées sur toi sur Internet. C'est un vrai cauchemar. Il y a un site, Et, il y a un site qui recueille tout, qui regroupe tout, et qui est lequel? qui est Sébastien Drouin director.com ou un truc comme Ouais, ça. bah alors il faut le faire référencer parce que même quand on Ah tape bon? ton nom, on le trouve pas. Parfaitement Ah ouais, ouais, alors donc j'ai quand même référencement, réussi, alors entre le fait qu'on se connaisse et puis quelques recherches supplémentaires, à voir que tu es donc réalisateur, scénariste, superviseur et créateur d'effets spéciaux, et on va en parler parce que je pense que c'est par ça que ça a commencé. Tu as entre autres officié, alors quand on regarde la filmographie sur laquelle tu as bossé, c'est assez dingue. Sur Notre-Dame de Paris, La part du feu, tu as bossé sur les effets spéciaux. Sur Pop Redemption, X-Men, le commencement. Ouais, j'ai fait un tout petit truc sur X-Men, j'ai bossé sur des matte painting. Ah bah, ouais, bah, quand même. Babylone Ouais. AD, J'étais pas superviseur dessus, j'étais juste graphiste, mais d'accord. Babylone AD, là, tu as travaillé dessus. j'étais superviseur de séquence sur Babylone AD et réalisateur seconde équipe à New York. D'accord, bah, c'est Et donc, propre aussi. Tu as travaillé sur Alexandre d'Oliver Stone. j'étais superviseur général de tout le tournage. Ouais, un autre truc qui m'a, Ouais, et de qui la m'a, post-production aussi avec un autre superviseur qui s'appelle Stéphane Serretti, on était deux. Mais les- le tournage, c'est moi qui ai supervisé tout t'as pendant ce supervisé le tournage pour Oliver Stone. ouais. Ouais, J'ai c'est travaillé pas 2 mal, fois. c'est pas mal quand même. Ouais, c'était un grand moment de ma vie. T'as bossé sur quoi d'autre avec lui? J'ai fait une publicité avant pour Orange, ça doit être en 2001. C'est comme ça, je l'avais déjà rencontré à Cognac, parce que j'avais gagné un prix avec un court-métrage, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai hérité des effets spéciaux d'une pub, donc pour Orange, qui s'inspirait un petit peu de comment ça s'appelle, de son film Any Given Sunday. Oui, ah bah dont je suis fan, hein. Tu peux y aller, malgré ses défauts Symbole d'ailleurs. américain. Alors, bah, moi aussi, voilà. C'était la même équipe, y compris le même monteur, et qui était aussi le monteur de JFK. Ouais, Euh, voilà, et je me suis retrouvé sur cette pub hallucinante avec le chef-op de Star Wars, pas des premiers Star Wars, de la deuxième trilogie. la troisième La trilogie. troisième, ouais. Là, Ah oui, pour apprendre, ça doit pas être mal, ça, quand même, là, c'est de assez le faire d'un cours impressionnant. accéléré. Ouais, c'est un corps accéléré. Il y avait une équipe voilà, de malades. C'était presque une équipe de long métrage pour une pub de 30 secondes, hein. Et avec le chef-op de la troisième trilogie Star Wars, celui fait par. Comment il s'appelle Ryan Johnson? Non, non, c'est Non? avant. J.J. Abrams? C'est Abrams, voilà. Ouais. Abrams, c'était le chef-op, c'était Dan Mindel. Donc voilà, une équipe assez impressionnante.
Et cette pub était inspirée donc de Any Given Sunday, c'est un peu le même principe. Et après, on s'est bien entendu, il m'a rappelé, il me dit, voilà, j'ai un biopic sur la vie d'Alexandre le Grand, de 3 heures, est-ce que tu veux superviser les effets? Et j'ai fait, attends, laisse-moi réfléchir. Oui. Tu m'étonnes. Et après, Ah, j'ai réalisé dans quoi j'avais mis les pieds. ouais, et là, Scénario, j'ai commencé à me décomposer en lisant le scénario. J'ai fait, oh putain, je parle de 2002 à peu près, c'est-à-dire, il y avait des scènes de foule en 3D, de trucs, et à l'époque, il n'y avait qu'un seul film qui avait fait ça, c'était Le Seigneur des au Anneaux. Seigneur des Anneaux, ouais, ouais, avec On n'avait les pas scènes la d'orques. moindre idée de comment on allait faire, mais vraiment. Et il fallait reconstituer Babylone. C'était vraiment angoissant. Ah, j'imagine. Alors, tu as bossé Et, aussi sur les aventures de Rocky et Bullwinkle. mais tu vas chercher des trucs Ah non, obscurs. mais je ne laisserai rien passer. Mais là, c'était ILM qui sous-traitait un film, qui sous-traitait, pardon, les effets à Buff à l'époque où je travaillais. Ouais, Et donc, on a hérité d'une séquence de freeze effect, comme c'était très à la mode à l'époque, après les Matrix. ouais. Il y avait des freeze effects, c'est le moment où le temps s'arrête, la caméra continue, mais les gens ils sont figés. C'est le bullet time. J'étais un peu le spécialiste du bullet time à un moment donné, j'en pouvais plus. Tout le monde m'appelait pour faire ça à Buff. Ouais, ça a été mis Bon, à j'en toutes ai les fait sauces. 15, à un moment je n'en pouvais plus, j'ai dit j'arrête, je ne veux plus faire ça, ça me gonfle. Et alors, j'ai même trouvé dans ta filmographie un autre truc qui, sur le moment, m'a interrogé en me disant, mais est-ce qu'il mérite vraiment que j'interviewe? Tu as bossé sur Batman et Robin. Salopard. Oui, Je dis alors, vrai ou pas? c'est vrai. Alors, j'ai une excuse. L'argent. Un, je ne savais pas que c'était une daube. Ah, Deux, l'argent. J'en ai même plein d'excuses. Trois, c'était mon premier job en tant que graphiste et pas superviseur. J'étais graphiste à l'époque. Et c'était le premier film américain dont on faisait les effets spéciaux en France. Et au même moment, il y avait aussi Contact qui se faisait chez MacGuff. Et nous, on faisait à Buff, on faisait même Batman. Et on y croyait dur comme fer, on s'est battu. il aurait mieux valu bosser sur Contact, hein, quand même, hein. Je pense, oui, dans mon CV, ça aurait été mieux. Ah, ça avait un Et peu quand plus on a d'allure. vu le film au final, on a fait, oh putain, on s'est défoncé pendant 6 mois pour ça, quoi. C'est pas possible. Ouais, C'est certainement le pire des Batman. Mais bon, ça. Et je suis pas crédité au générique, je vais vous donner une anecdote. Je ne suis pas crédité parce que les Américains nous avaient donné, je crois, 16 crédits, on était 32. Et on a tiré à pile ou face pour savoir qui est perdu. Donc je ne suis pas crédité. alors, bah, écoute, on effacera ça de ton curriculum. Euh, Est-ce que, Ah, mais alors, ça me fait marrer, depuis, tu as réalisé plusieurs courts-métrages, dont un qui s'appelle Pièces détachées, qui était assez marquant, et dans lequel, d'ailleurs, c'est amusant parce que j'avais cru retrouver quelques inspirations de Any Given Sunday, justement. Ah ouais, ouais, tu Tu sais, sais quoi? les moments où les joueurs de foot américains sont Ah, suivis à hauteur de terrain et où tu as cette espèce de bruit qui ressemble à une cavalcade de buffles, quoi. C'est vraiment ça. Et il me semblait que tu avais, entre la caméra tremblante et tout, tu vois, non, mais un peu c'est cet esprit, hein. absolument juste. Euh, Pièce détachée, ce court-métrage qui a été tourné en 2005, a été fait juste après Alexandre. Et dans Alexandre, il y a des moments aussi un peu comme ça de montage où le son n'est pas juste là pour bruiter ce qu'on voit, mais il rajoute des idées, des trucs. Et moi, j'avais déjà travaillé un petit peu ça sur d'autres trucs parce que je suis très inspiré aussi de Sam Raimi, voilà, Ouais. je me dis, le son ne sert pas qu'à bruiter ce qu'on voit à l'image, c'est aussi une couche supplémentaire d'information, De narration, même d'ailleurs. narration, voilà. Et je trouve qu'en France, d'ailleurs, on ne travaille pas assez le son dans ce sens-là. Et donc, au sortir de Alexandre, qui m'avait bien rincé, je me suis dit, j'avais ce court-métrage-là que je traînais depuis 10 ans, personne ne voulait produire, et la boîte d'effets spéciaux d'Alexandre m'a produit le film, Pierre Buffin, pour le citer. Et comme j'avais passé 6 mois à côté d'Oliver Stone au tournage, à côté du combo, hein, à regarder les plans, voilà, et plus toute la prépa, plus un an de post-production, ça a été une école. Tu ne peux pas rêver meilleure école pour un réalisateur que d'être à côté d'Oliver Stone, où j'ai été à côté de Wong Kar-wai aussi, tu vois, cette chance-là d'apprendre à côté des mecs et de regarder comment ils tournent. Ouais. Et ça m'a vraiment inspiré. Et je me suis dit, en fait, il faut tenter des choses, il faut s'amuser. Et voilà, et donc je me suis amusé avec la caméra, avec mon chef-op. On a même acheté une petite caméra
Bolex qui servait à filmer les actualités pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai fait réviser. On a tourné des plans avec et on testait. C'était à l'époque juste avant vraiment le numérique. Et j'avais besoin d'images un peu zarbi, un peu voilà. Et on ouvrait carrément le boîtier de la caméra pour le flasher à la lumière. On refermait, c'était de la pellicule, hein, voilà. Mhm. C'est de l'argentique, Et ouais, c'était un remontoir, tu vois. Tu ah tournais, tu bah avais je 30 vois. secondes. J'ai toujours cette caméra. Bah, mon père avait une belle EOL comme ça qui se devait effectivement remonter. C'était un peu rigolo. Ah, est-ce que tu peux nous Pardon, raconter c'est quand une même belle cette Noël, tu as raison. C'est pas une Bolex, c'est une belle Noël. belle En, EOL? en C'était des France, ça belles doit être caméras, ça, superbes optiques en plus. c'est incroyable. Ah ouais, en prime. Alors, est-ce que tu peux, on a fait un peu, on a parcouru, survolé un peu ton parcours. Là, je parlais du court-métrage Pièces détachées. Tu as réalisé ton premier long métrage il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Cold Meat, donc on devrait voir en 2024 sur les écrans, qui a été merveilleusement accueilli en plus en Angleterre quand il a été diffusé un peu en avant-première. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es arrivé à avoir cette carrière aujourd'hui, et puis ses perspectives aujourd'hui de réalisateur de longs métrages, de séries. Alors, Comment ça s'est fait tout ça? moi, si tu veux, j'étais traumatisé quand j'étais gamin par deux, trois films que j'ai vus à 1 an ou 2 ans d'intervalle. Le premier, qui est un film de science-fiction qui se passe dans les étoiles, qui est pas un très bon film, mais qui s'appelle Le Trou Noir de Ah Disney. bah, alors qui n'est pas un bon film du tout, mais qui était sacrément traumatisant pour l'époque. Mais moi, je l'ai vu, j'avais 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est mes grands-parents qui m'ont emmené le voir. Ils ne sont pas dû être déçus. J'étais, waouh, je l'ai revu récemment, j'ai fait un peu moins enthousiaste, mais en tout cas, il m'a durablement imprimé la rétine sur plein de trucs, notamment les météores en fusion, le vaisseau autour du trou noir, toute la fin, voilà, et ça a commencé à ouvrir des portes chez moi. Il y a des mondes ailleurs, il y a des trucs, de comment ils ont fait ça. Voilà. Et après, ça a été, je dirais, validé par un autre film qui s'appelle Tron, Oui, ouais, oui, quelle qui m'a merveille. développé ma passion aussi de l'informatique et des images de synthèse. Et là la jonction s'est faite, si tu veux, entre science-fiction, images de synthèse, effets spéciaux et la volonté de raconter des histoires. Voilà. Ouais, Et mais là tu me grilles la suite parce que de toute façon, j'allais y venir. Je ne peux pas croire qu'on se passionne pour les effets spéciaux si à un moment on n'a pas été passionné par la SF, ce qu'il y a dans le ah, mais ciel et voilà. c'est lié, c'est lié parce que dans l'histoire du cinéma, c'est lié. On utilise depuis le début, c'est depuis Méliès, hein, Là, c'est 1902 et le voyage dans la Lune, ah, hein. premier film d'effets spéciaux, premier film de science-fiction, quoi. En gros, Ah, il est il considéré avait comme le il avait premier fait film de des effets science-fiction. spéciaux avant, mais c'est le premier pour recréer un monde, c'est le premier au monde à avoir fait ça. Et d'ailleurs, j'ai travaillé longtemps sur une biographie De Méliès? de Méliès et je me suis retrouvé en compétition sur Hugo Cabret aux États-Unis, qui parle de Méliès. Et Ouais. malheureusement, je ne l'ai pas lu parce que c'est un obscur réalisateur qui a gagné la compétition qui s'appelle Martin Scorsese. Ouais, c'est pas de Vraiment chance. C'est pas de bol. bah ouais, mais il fallait le dire avant, tu vois, Ah oui, oui, j'y serais pas allé. Ou je l'ai alors je pas serais allé l'écouter. Mais vraiment alors lu. donc la connexion se fait. Là, Ouais, tu as ces films en tête. ouais. Et tout de Alors suite, outre ton imaginaire qui est activé par cet univers-là, ouais, tu as l'envie en plus de savoir comment on fait et de te mettre à raconter des histoires par ce biais-là. ouais, absolument. C'est une volonté de créer des mondes. T'as Voilà. quoi? T'as une dizaine d'années quand ça t'arrive? Tron, c'est 82, j'avais 11 ans. Ouais. Et tout de suite, j'ai fait chier mes parents pour qu'ils m'achètent un ordinateur personnel. Ils m'ont acheté un ordinateur qui avait presque rien dessus, la marque s'est pété la gueule, c'était Excel 100. Voilà, c'est obscur, personne connaît 16. Et comme il y avait ça s'est pété la gueule, il n'y avait pas de logiciel dessus. Donc j'ai appris à faire de la programmation pour faire mes propres logiciels grâce à ça. Et déjà, j'ai codé des petits trucs, des petites formes en 3D, des trucs comme ça, mais j'avais 12-13 ans, hein. Et après, je commençais à raconter aussi, à faire des petits programmes pour raconter des histoires, comment dire, des petits jeux vidéo interactifs, mais uniquement textuels. Mhm. C'est-à-dire qu'on Bah, ça se jouait, faisait beaucoup à l'époque. Il y avait Zork, il y avait voilà, le Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup exactement. de jeux Et, comme ça où tu et tapais regarde à gauche, puis boum, tu avais du texte qui arrivait. je faisais jouer ma sœur. C'était une bêta testeuse.
Et après, j'ai hérité à la mort de mon grand-père, j'ai hérité d'une caméra Super 8 qui appartenait à mon grand-père et d'un projecteur Super 8. Et j'ai du coup commencé à tourner des courts-métrages et j'ai commencé à faire des effets spéciaux avec cette petite caméra. J'ai notamment fait un petit film en stop motion, donc animation image par image, dans le garage de mes parents. Et quand j'ai vu The Fableman de Spielberg, où il commence avec sa caméra Super 8 achetée par son père, c'était incroyable parce que moi, ça m'a vachement ému parce que c'était exactement ce qui m'est arrivé aussi. C'est après que À quel moment tu passes d'amateur passionné à professionnel de la chose? T'as quel âge quand vraiment alors tu te jettes dedans? c'était un peu compliqué parce que moi, je viens pas d'une famille de cinéma du tout. Pas beaucoup d'artistes dans ma famille. C'était pas super bien vu forcément. Voilà, moi j'étais passionné par ça. Je lisais tout ce qui se pouvait. On n'avait pas les YouTube à l'époque, hein, donc j'achetais des magazines quand je montais à L'écran fantastique. l'écran fantastique, les Mad Movies, des trucs, tout ce qu'il pouvait avoir, les Cinefex que j'arrivais à trouver des fois à Paris. Qui parlait de tous les effets spéciaux des gros films américains, et je voyais ce qui se faisait et j'étais au courant. Et puis un jour, j'ai passé le bac. Jusqu'à présent, c'était vraiment en amateur, hein, je faisais des petits films, donc, voilà. Et puis j'ai commencé à faire des images de synthèse sur un Amiga à l'époque. Voilà, mais ça ressemblait à rien, hein, c'était 3 cubes et 2 sphères, tu vois. Et après le bac, j'ai fait d'abord une école de production. C'était pas vraiment mon truc, mais au moins j'avais accès à du matériel. Et après, je me suis orienté vers une école de cinéma, une fac de cinéma à Aubagne, où il y avait du matériel. Je n'étais pas très intéressé par tout ce qui était enseignement, honnêtement. Tout ce qui m'intéressait, c'était de pratiquer, de monter, mais il y avait du matériel. Alors à l'époque, c'était pas du numérique, hein, c'était des Betacam, des caméras tritube, des machins, c'était un peu lourd. Et du matériel 16 mm. Et très rapidement, j'ai commencé à tourner plein de cours qui étaient nuls avec des copains. Voilà, je jouais dedans, c'est pour dire si c'était nul. Et un jour, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui merdait dans mes films, c'était moi. Donc, il fallait pas que je sois devant la caméra, il mieux que je sois derrière. J'en connais quelques autres qui Ah, feraient j'ai mieux que joué mais, s'arrêter à ça. le pire acteur de l'univers, quoi. Une horreur. Et un jour, il y a eu un truc qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas comment interpréter ça. Si tu es un peu mystique, peut dire c'est le destin. Je te jure que c'est vrai. J'étais la première année de fac. J'ouvre un placard à balai et je trouve au fond du placard à balai ce qu'on appelle une silicone graphique. Oui, bien sûr. Ah bah, C'était l'ordinateur perso le plus puissant à l'époque. la boîte bleue, ouais, ouais, oui, Voilà. oui, oui. Et je pense que j'étais à peu près le seul à savoir ce que c'était parce que j'avais les Cinefex. Et c'était l'ordinateur sur lequel ils avaient fabriqué les images de Jurassic Park. Et je vois ça dans un placard à balai, machin, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je le sors, je l'allume, et là, je m'aperçois qu'il y a une icône sur le bureau. C'était Softimage, qui était le soft. Bien sûr. Et j'apprends après qu'ils avaient racheté ça à une boîte de 3D à Aix-en-Provence, parce que j'étudiais, j'étais dans le sud. Une boîte de 3D qui avait fabriqué à l'époque un trailer pour faire 20 milieux sous les mers avec Richard Boringer. La boîte s'appelait Gribouille et elle a coulé. Et ils ont revendu le matériel et la fac en avait acheté un, mais ils ne l'avaient jamais utilisé. Et j'ouvre ça, et il y a le soft. Il faut savoir que la machine valait le prix d'une bagnole et le soft le prix d'une bagnole aussi, quoi. Bah, il me semble qu'il t'offrait la machine quand t'achetais le soft, hein, d'ailleurs. Il y avait C'est un un peu truc ça. comme ça à C'était l'époque. Ouais. tellement cher. C'était totalement inaccessible pour un particulier, normalement. Et je vois ça, et je pense que j'étais le seul dans toute la fac à savoir ce que c'était. Et je me dis, putain, c'est un cadeau. Et j'avais commencé un court-métrage sur mon Amiga, et je l'ai entièrement refait avec un copain, qui est un de mes meilleurs amis, qui est maintenant superviseur des films chez Marvel. Voilà, il est parti aux États-Unis, et on est toujours hyper potes. Et on a commencé à faire un court-métrage qui est un film de science-fiction. Direct, on est allé direct dans le compliqué. On a fait un film de 8 minutes
qui s'appelle Noé 17, très inspiré de Silent Running et du Trou Noir. C'était une sonde extraterrestre qui visite un immense vaisseau spatial et trouve des corps dans des caissons, elle trouve une forêt dans une serre, et on s'aperçoit que c'est une arche de Noé lancée par la Terre pour sauver les dernières espèces. Et ça a merdé parce qu'il y a eu des astéroïdes qui sont tombés dessus. Et déjà, un peu ambitieux pour un premier truc en 3D. Ouais, mais Et, c'est bien, hein. voilà, et on a gagné des prix partout avec ça. Et on a mis 2 ans à le faire, mais dans des conditions hallucinantes, hein. C'est-à-dire il fallait une patience incroyable. Et derrière, on a refait un deuxième film qui s'appelait Dust City, qui a gagné Imagina à l'époque. Ouais. Donc ça, c'était début 97. Ce qui m'a permis de rentrer à Buff. Ils sont venus me chercher, ils ont vu mon film. Et Buff était la compagnie qui avait fait les VFX de La Cité des Enfants Perdus. Et ils sont venus me chercher, j'étais à la fac. Et donc, je n'ai pas cherché de boulot, je suis allé direct bosser sur Batman et Robin. Oh, putain. Quelle, Bah, quelle à patience, l'époque, quel parcours pour finir avec un film de Georges Clooney, voilà. quand même, c'est Et pas si mal. tu veux, moi, je voulais pas faire des effets spéciaux, je voulais faire de l'arrière. Mais je me suis trouvé happé par ça et j'ai continué à faire des courts-métrages avec ou sans effets spéciaux. J'ai continué à écrire, j'ai écrit parce que je connaissais pas de scénariste, donc j'écrivais. Et je faisais tout, je faisais le montage, voilà, et j'ai appris tout en même temps. Et finalement, je continue à faire pour moi, je vois ma vision du métier comme un artisan. C'est-à-dire, j'écris, tu vois, j'ai écrit aussi une série pour Canal+, qui VTC? s'appelle VTC, que je n'ai pas réalisée, mais ça fait partie du job, quoi, tu vois, tout Ouais, en ce fait, t'as mis un pied dedans par les effets spéciaux, finalement, voilà. c'est Et une ça m'a porte permis de d'entrée. bouffer aussi, ça m'a permis de Ouais. bouffer. Alors justement, tu parles de narration, tu écris, hein, tu n'es pas, t'es pas simplement, enfin entre guillemets simplement, ça se veut pas, comment, péjoratif, mais tu n'es pas là Pas pour que. simplement officier sur le plan technique. Tu écris, tu crées, tu fais partie de la Ligue de l'Imaginaire et tu as fait des choses avec Bernard Werber, par exemple. Comment s'est passée la rencontre, je dirais, créative avec Bernard? Écoute, c'était très étonnant. Euh, Encore une fois, un truc, une espèce de signe du destin. Je lis en 93 Les Thanatonautes. Je le dévore. Je le dévore. Ce bouquin m'a marqué. J'avais lu Les Fourmis avant, mais là, il y a un truc qui se passe. Et je te jure, j'étais dans le sud, à côté de Grasse à Fayence, au bord d'une piscine. Je lis ça, je le dévore en 2 jours, je crois, vraiment. Et en le lisant, j'ai eu un flash hallucinant en me disant, ce bouquin, c'est moi qui vais le faire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et à l'époque, j'étais à la fac, je ne connais pas Bernard. Bernard était déjà une star, tu vois, et aucun moyen de le rencontrer. Je connais personne qui le connaît. Machin. Des années plus tard, grâce au court-métrage Dust City qui avait gagné Imagina, je rencontre une boîte de prod. Il me dit, on a adoré ton cours et on aimerait bosser avec toi sur un court-métrage. On te produire ton prochain court-métrage, mais on aimerait aussi que tu nous aides sur un court-métrage de Bernard Werber qu'on produit, qui est son premier court-métrage. Et je lui dis, bah ouais, volontiers. Et Bernard, on se rencontre, on déjeune, et je crois qu'on est devenus potes presque instantanément. Comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. Il n'y a pas eu de. Et le soir même, j'étais chez lui en train de bosser avec lui le scénario. C'était hallucinant, quoi. Mais vraiment comme si on se connaissait depuis très longtemps, et on est toujours très potes. Voilà. Il y a des fois des rencontres comme ça, tu sais, naturelles, tu sais pas pourquoi. Et donc, il m'a proposé la co-réalisation, très gentiment, du film. Et j'ai fait tous les effets spéciaux. Je peux pas dire que je porte beaucoup ce film dans mon cœur. Je trouve que c'est un film assez maladroit, voilà. Mais s'il a servi à quelque chose, c'était Ah, scellé votre amitié, au moins. notre amitié. Et après, j'ai retravaillé sur son long métrage, Nos amis les humains, où j'ai supervisé tous les effets spéciaux. Et c'était Claude Lelouch qui produisait. Et puis après, pour clore l'histoire, un jour j'ai un coup de fil. Alors j'ai failli adapter en long métrage après pièce détachée. On a commencé à évoquer l'idée de faire les Thanatonautes en long métrage, produit par Buff, qui a produit finalement Enter the Void, Mhm. un an après, assez proche. Et,
Et puis, ça s'est pas fait. Projet trop compliqué, je pense, pour un premier long métrage pour moi. Il se trouve qu'on m'a appelé pour développer les Thanatonautes en série il y a quelques temps. Et j'ai eu un coup de fil et j'ai écrit une bible des Thanatonautes. Et je te jure que c'est vrai, j'étais en retard sur mon planning, j'étais invité à un mariage à Fayence. Et je termine au bord de la piscine le dossier, je l'envoie, et là je réalise que c'est exactement à l'endroit où j'ai lu les Thanatonautes. Tu parlais du trou noir, tu parlais de Tron. Le fait d'être passionné un peu par justement les effets spéciaux, les films de SF, les choses comme ça, c'est quelque chose qui t'a incité à regarder la réalité du ciel ou pas? Oui, oui, bien sûr, ouais, mais en fait, moi je trouve que oui, ça m'a poussé forcément à regarder. Moi, quand j'étais gamin, même encore aujourd'hui, hein, j'avais des livres sur l'astronomie, des photos mais c'est presque plus que l'aspect scientifique, c'était plus l'aspect les images. Moi, ça m'ouvrait ça m'ouvrait l'imagination, si tu veux. Je me disais, waouh, si chaque petit point là, c'est un monde, c'est un truc de fou. Pour moi, ça remet tout en cause, en fait, toute notre vie, tu vois, ça te rend humble. Tu dis, bon, ouais, ok, je suis que de passage, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je, je, je sais plus qui c'est qui a dit, la vie, c'est ça, c'est tu nais, il y a pendant des milliards d'années, t'es pas là. D'un coup, tu nais. Pendant, allez, dans le meilleur des cas, 80 ans, tu fais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et puis d'un coup, tu meurs, et puis t'es plus là pendant des milliards d'années. Voilà. Et, et- et c'est vraiment ça, quoi. Tu dis, ça pose des questions sur pourquoi je suis là, est-ce qu'il y en a d'autres? Pourquoi je suis pas né sur une autre planète? Pourquoi, tu vois, Ah, il y a des milliards de civilisations. Est-ce qu'on est les seuls? Est-ce que les questions sont littéralement sans fin et sont existentielles pour le coup, véritablement. Alors, tu disais regarder les images, choses comme ça, donc j'imagine que les photos de Hubble dans les années 90, au milieu des années Ouais. 90, ont dû te marquer un peu. Tu as déjà, toi, Oui. regardé dans un télescope ou possédé d'ailleurs un télescope? Très rarement, bizarrement, très rarement. Je me suis pas retrouvé. J'ai regardé une fois, il y avait, quand il y a eu une éclipse, je crois que c'était en 99, il y avait Mhm. des amateurs au parc de la Villette avec un télescope et j'avais pu regarder l'éclipse avec un filtre, bien sûr, et tout ça, on voyait, c'était vraiment bien. Mais j'ai jamais regardé vraiment dans un télescope et encore moins dans un télescope géant, tu vois, un truc. Ça, j'adorerais faire ça. Hésité longtemps à m'en acheter un moi-même, Ouais. mais comme j'étais dans un endroit où pas mal parasité par la lumière des villes, je me suis dit ça servira à des amas de galaxies, ouais. Alors là, si tu veux de la galaxie, de la civilisation potentielle, du nombre d'étoiles délirants et du nombre de planètes potentiellement délirants aussi, t'en as. Là, ce que tu vois, ce sont deux groupes de galaxies. Ouais, Sur la partie droite de l'image, partie droite haute, tu as ce qu'on appelle le Deer Lake Group, qui est un amas, effectivement, un groupe de galaxies particulier, on va y revenir. Et puis sur le bas gauche, tu as cette petite zone très, très lumineuse, les galaxies sont très colorées, qu'on appelle ouais, le ouais, quintet de Stéphan, ouais. qui est composé donc de 5 galaxies, donc 4 se trouvent vraiment dans la même zone. Les autres, il y en a une qui est la plus bleutée, qui en fait Ouais, apparaît assez grosse, mais c'est un effet d'optique. Elle est plus proche de nous que ne le sont les 4 autres, qui sont vraiment imbriqués dans une interaction gravitationnelle, puisque, et on le devine quand on zoome dans l'image, il y a des effets de Ah, d'accord. marée de matière entre les galaxies. La Ouais, gravitation est véritablement à l'œuvre. Alors sur cette image-là, alors c'est une image dont on est assez content parce elle est récente, on l'a faite avec notre gros alors, télescope en c'est Espagne. vous qui l'avez faite, celle-là, Ah incroyable. oui, toutes les images sont de ce que tu vas voir sont faites par nous. Super, super. Ça reste fait par des amateurs. Et donc on a un groupe qui se situe allez, aux alentours de 340 millions d'années-lumière sur le quintet de Stéphan. Donc ça veut dire que la lumière qu'on a là nous montre les galaxies telles qu'elles étaient il y a 340 millions d'années. Ça me fait un peu exploser la tête quand je vois ça, parce que je me au début, tu vois 5 galaxies. Puis progressivement, tu commences à regarder autour, tu dis: «Ah non, non, en fait, il y a plein de points, en fait, ce sont aussi des galaxies». Ouais. Et Là, je et sais et pas, à vue de nez, allez, sans avoir calculé, je te dirais, tu dois facilement en trouver 25-30, quoi. ouais, c'est hallucinant, et chaque galaxie, bien entendu, est composée de milliards d'étoiles. 2 milliards d'étoiles, 2 milliards de planètes, 2 milliards de mondes Donc c'est potentiels. sans fin, donc c'est sans fin. Donc moi, ce que ça me dit,
déjà, c'est que je ne peux pas concevoir qu'il n'y ait que de la vie que sur Terre. Ce n'est pas possible. Même statistiquement parlant, ça me dit que la vie ne peut pas être une exception. Ou alors sinon, il faut expliquer pourquoi c'est une exception. Mais en tout cas, je me dis que ça doit pulluler, et même si c'est 1% ou 0,1%, il y a tellement d'étoiles et forcément de planètes qui vont avec, ça veut dire qu'il y a des milliards de possibilités qu'il y ait de la vie, quoi. Ah oui, puis tu peux encore réduire le pourcentage. C'est-à-dire que même si la vie est une exception à Ah, c'est ça. 0,05%, ça fait encore du monde, hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc moi, je trouve ça, Alors, je ça vais te permet de dire quelque savoir. chose que je trouve vertigineux. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Si C'est ça, sur le une mot de que je ces... cherchais, c'est ça. Pardon? Le mot que je cherchais, c'est ça, c'est vertigineux. Vertigineux? Ça fout le vertige, ouais, c'est ça. Ouais, ben, je suis un ancien écrivain, hein. Ne me Parent remercie un. pas, c'est normal. Mais non, non, blague à part, si tu regardes bien, sur une de ces galaxies se trouvaient des garçons avec un télescope extrêmement puissant, que nous, on n'a pas encore, capables, depuis leur planète, de venir photographier la Terre. Mhm. S'ils nous prenaient en photo, ils verraient la Terre il y a 340 millions d'années. Ouais, Ça rend la rencontre un peu difficile quand même. c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que même s'il y avait une civilisation aujourd'hui qui existe, ouais, c'est ça. Ils ne sauraient pas que nous, on existe. C'est ça. Alors, celle-là, elle est vraiment pour le spécialiste des effets spéciaux parce que je trouve qu'elle a quelque chose d'absolument irréel. Incroyable. Alors, je te présente la nébuleuse du Croissant, qui, alors, elle se trouve beaucoup plus près que les galaxies, puisqu'elle est à 5000 années-lumière de nous. Et ce que tu vois, ce sont des vents stellaires créés par une étoile qu'on appelle une étoile de Wolf-Rayet. Ce sont des étoiles très particulières qui, de manière un peu sporadique, vont expédier dans l'univers des vents stellaires et expulser de la matière de leur étoile, des couches extérieures. Et en fait, ce que tu vois, ce sont des vents récents qui viennent percuter des vents et de la matière ancienne qui date de l'époque où l'étoile était jeune. Et donc, il y a une nouvelle série d'expulsions de matière. Et tu as cette onde de choc, cet effet de choc qui donne cet aspect tout à fait étonnant. Alors, on l'appelle nébuleuse du croissant. À titre personnel, j'ai toujours vu un cerveau. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, je ne suis pas tellement un croissant, mais Et on on pense dirait une elle a cellule. commencé à expulser ses couches externes, excuse-moi Sébastien, il y a 400 000 ans. Voilà. Non, Oui. c'est hallucinant. Moi, tu sais, quand j'étais gamin, ça me déprimait de savoir qu'un jour, le soleil allait exploser. Je me Ouais, disais, bah, je peux comprendre, mais ouais, c'est c'est pas pas drôle. possible, c'est pas drôle du tout. Et que ça allait, bien entendu, balayer tout le système solaire et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça, en fait. Ah, bah là, s'il y a un truc autour, c'est mauvais signe. Hein. Ouais, ouais, je pense s'il y avait des gens autour, j'espère qu'ils étaient disparus avant que ça arrive. Mais voilà, moi, encore une fois, ça remet tout en perspective. Et quand je vois ça, tu vois, je me dis, finalement, la représentation, parce que je sais que ça, ce sont des couleurs interprétées. C'est ça, hein. Dis-moi si je me trompe, mais Non, non, alors en fait, on attribue des couleurs au filtre. ouais, Là, on voit essentiellement de l'oxygène et de l'hydrogène, mais effectivement, il y a des conventions. voilà. Depuis Hubble, notamment, on appelle ça les fausses couleurs de Hubble ou la palette de Hubble. Si on devait voir ça avec nos yeux ne voient pas l'oxygène. Donc Ah, c'est déjà, ça. la coque bleue autour, tu la verrais pas. Tu Ouais, verrais essentiellement du rouge. d'accord. Et en fait, ça pose la question, tu vois, quand on fait des rendus, on représente le cosmos dans les films, en termes d'effets spéciaux, la question, ce qui se pose, c'est comment tu montres les choses. Soit tu montres, je dirais, froidement, comme il y a dans 2001, l'Odyssée de l'espace, tu vois, tu as un univers qui est glacial, Et puis qui à réaliser une époque où on n'a pas les moyens de faire les photos qu'on fait actuellement aussi. Hein. absolument. Soit tu vas dans un truc beaucoup plus coloré, qui me semble, moi, un peu moins réaliste, parce que voilà, mais comme les Gardiens de la Galaxie, par exemple, Hum. tu vois, où c'est pop. Ouais, mais c'est pop et en plus tu vois tout avec des filtres. Enfin, comme si tu avais Surtout des avec des filtres dans films, les voilà, yeux. qui n'est pas la réalité, Ah non, qui telle peut qu'on pas la être la verrait à la réalité. nuit. Voilà. Donc voilà, tu vois, c'est les deux extrêmes, je dirais,
Et puis là, tu as des temps de pause, je suppose, qui sont très très longs. Qui sont de l'ordre. Alors, chaque image est à peu près posée 300 secondes. Ah ouais, tu vois, 300 secondes, une image cinéma, c'est un 24e, tu Ouais. vois. Alors, c'est une seule image, hein, 300 secondes, mais ça veut dire que pour avoir l'image finale, Ouais. je vais te dire en l'occurrence, on a 25 heures 30 minutes d'intégration. Ah ouais, C'est-à-dire que toutes les images cumulées représentent un total de 25 heures et 30 secondes. exposition, ouais. Ah oui, Et parce que sous un ciel parfait, hein. plusieurs passes en fonction de chaque longueur d'onde, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, on va faire, par exemple, 8 heures de pause sur l'hydrogène. On va faire 14 heures de pause sur l'oxygène parce qu'elle est un peu plus ténue, donc il faut poser plus longtemps pour la voir. Et puis, pour obtenir les étoiles dans leur couleur réelle, rouge, vert, bleu, donc RVB, hein, tu connais ça, là, on va poser 1 heure par tranche de 20 secondes simplement, de 3 minutes, pardon, pour obtenir les images. Alors là, pour le coup, la couleur réelle des étoiles. D'accord. Non, non, mais voilà, donc tu ne peux pas, avec les caméras aujourd'hui, filmer le cosmos et voir ça. Ça, ce n'est pas possible. C'est forcément des surcouches et tu vois, des temps de pause très longs. Et si, je pense, on se mettait une caméra aujourd'hui à l'extérieur, dans la station spatiale, tu ne vois quasiment pas les étoiles. Sébastien, dernière image. Alors, on a un peu spoilé cette image-là. Je te l'ai choisie spécifiquement pour rendre hommage à ta passion et à ce beau métier que tu pratiques. Tu reconnaîtras aisément l'objet. Ah bah, la Lune. Ah bah, c'est marrant parce que j'étais sur la Lune. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, juste pour moi, pour m'amuser, des plans en full 3D de la Lune, parce que j'ai récupéré des textures Hmm. de lune complète, de cratères, la couleur, les cratères, les niveaux de cratères et tout ça. Et j'ai récupéré ça en très très haute résolution et je me suis amusé à faire des vols au-dessus de la Lune pour Ah bah, voir ce que ça peut c'est. faire de jolies choses, hein. Alors, Ouais. pourquoi j'ai choisi cette photo? Bah, effectivement, c'était en hommage à Georges Méliès et à son voyage dans la Lune réalisé en 1902, enfin sorti en 1902, qui Ouais. marquait clairement le début des effets spéciaux dans une œuvre de fiction au cinéma et qui est considéré donc comme le premier film de science-fiction et dont je ne peux pas imaginer qu'il te laisse complètement de marbre. Ah non, forcément, moi, Méliès, c'est un espèce de héros pour moi. Donc, c'est le maître. Bah, surtout quand tu parlais d'expérimenter, lui, il a fallu quand même tout défricher Ah à la mais base, non, hein. mais tu ne peux pas. Moi, j'ai connu un tout petit peu ça, à toute proportion gardée, bien sûr. Quand les effets spéciaux numériques sont arrivés, je parle de ça dans fin des années 80, tu vois. Enfin, ça a commencé un petit peu avant, mais moi, quand j'ai commencé, on avait le sentiment de défricher quelque chose, d'être des pionniers de quelque chose. Il y a très peu de personnes qui en faisaient, tu vois. Mhm. Et on pouvait pas Ouais. t'expliquer. Il n'y a pas de formation, on pouvait pas, tu vois, personne ne savait le faire. Donc forcément, donc on bidouillait, on commençait, on testait, voilà. Sébastien, on va parler d'un terrain, on va t'amener sur un autre terrain maintenant, celui de tes connaissances astronomiques, ou pas, on va voir. Donc, pareil, une petite Ouais, sélection de questions qui s'adressent à l'œil du réalisateur. Première question, combien de temps met la lumière du soleil à nous parvenir? alors, si je me souviens bien, je n'en suis pas sûr, je dirais 8 minutes. Ton dernier mot? Mon dernier mot. 8 minutes, bravo, Ah, bravo, j'ai superbe. pas Alors, révisé, hein, je précise, je n'ai pas révisé avant en me disant merde, faut tout que j'apprenne. non mais attends, tu bosses avec la lumière quand même, la lumière dans le cinéma, quoi, on peut pas occulter ça. Combien de Dis temps pas, excuse-moi, tu ne te dis jamais, ça y est, là, il y a un truc sur le soleil, dans 8 minutes, on est prêt à tourner. Ça n'existe pas. Combien de temps mettrait cette même lumière, alors ça c'est subsidiaire, pour atteindre Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil? Alors, je n'en sais rien du tout. Neptune, Ouais. alors là, je vais te donner une réponse au hasard, hein. Je dirais 1 heure. Ouais, 4. Mais 4. c'est bon, on commence à toucher un petit peu au compliqué. Alors, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Alors, je
Ça dépend si on compte Pluton ou pas qui a été rétrogradé. Ah bah, si on compte Pluton et si on compte pas Pluton. Alors, avec Pluton, c'est 9. Mhm. Sans Pluton, c'est 8. C'est Ouais, ça? bah, bonne réponse. Alors, sauf que Pluton a été rétrogradé. Là, Pluton, Ouais, il n'y a donc plus. c'est 8 maintenant. Et moi, je suis passionné par ce qui se passe en ce moment là. J'arrête pas de lire les articles sur il y a peut-être une autre planète qu'on n'a pas vue encore. Je trouve ça dément. Quel est le nom de notre galaxie? La Voie lactée. Ouais, bravo. Non, mais je préfère. On Ok. sait jamais. Des Ouais. fois, sur un malentendu, on réfléchit trop et on donne une mauvaise réponse. Tu en parleras à Jean-Luc Vizien, tu verras. Quel est l'âge de la Terre? Alors, peut-être dire une bêtise, mais je crois 4 milliards et demi, c'est ça? Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, 4 milliards et demi. Alors, pourquoi À quelques années près, hein. Ouais, on est l'estimation la plus précise aujourd'hui était 4 milliards 543 millions d'années. C'est arrivé à un moment, voilà, c'est vraiment pour les spécialistes. Pourquoi je te posais cette question? Parce que je voulais savoir si tu savais qui était le premier scientifique à calculer vraiment scientifiquement l'âge de la Terre. Pas du tout, tu vas m'apprendre. Alors, c'est un monsieur qui mériterait un biopic qui s'appelle Claire Patterson. Et tu vas voir que ça ferait un bon thriller. Ça ferait un bon thriller parce que ce type a calculé l'âge de la Terre. On lui demandait de dater un zircon. Et en fait, dans le zircon, tu as des particules, enfin, tu as des particules par million d'uranium dont on connaît, si tu veux, le cycle de déliquescence qui va arriver, enfin, c'est pas le mot, mais qui va arriver au plomb. Et en fait, avec la méthode de datation au plomb, on était capable de savoir quel âge avaient les zircons qu'il avait analysés. Sauf que quels que soient les tests qu'il faisait, il n'avait jamais deux fois le même résultat, le même taux de plomb. Donc il s'est dit que sans doute la salle où il bossait était polluée par du plomb d'une manière ou d'une autre, ou ses outils. Alors il a fait bouillir ses outils, il a nettoyé la salle comme un malade. Et donc ce boulot qui devait lui prendre quelques semaines, lui a pris des années, puisqu'en fait il a carrément dû créer les salles blanches. C'est lui qui a créé les salles blanches, la première salle blanche, pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, il a obtenu un résultat qui était consistant, qui revenait au fil des expériences, qui était de 4 milliards 500 et quelques. Et il ne s'est pas arrêté là, il s'est demandé pourquoi il y avait cette pollution au plomb. Et en allant faire, il est allé faire des prélèvements en Arctique, en Antarctique, pour vérifier en fonction de l'âge de la flotte et de la glace, quel était le taux de plomb à l'époque. Et il aurait été logique que le taux de plomb soit plus fort avant, parce que ça s'enfonce plutôt que maintenant. Et en fait, le taux de plomb était beaucoup plus fort depuis quelques années. C'était très récent. Et il s'est rendu compte que c'était le plomb tétraéthyle qu'on mettait dans l'essence qui amenait une pollution générale au plomb. Il Ah, a, il a donc lancé une véritable croisade contre l'industrie pétrolière pour leur demander de retirer ce plomb tétraéthyle, qui permettait à l'époque au moteur de ne pas exploser. Ça permettait de contenir les explosions. Et il a perdu ses financements, il a été abandonné par tous les géologues de la Terre, il s'est fait virer de toutes les assauts de géologie. Et en fait, c'est un sénateur américain avec l'aide de l'armée américaine qui l'ont soutenu. Et il a mis 30 ans à obtenir que le plomb tétraéthyle soit retiré de l'essence aux États-Unis, ce qui a débouché sur 2 ans plus tard une baisse de 80% du taux de plomb dans le sang des jeunes Américains. Alors, ce type est un de mes héros. C'est pour ça que j'en parle assez régulièrement parce que je n'arriverai jamais à comprendre comment on connaît le nom d'un tueur en série et comment on ne connaît pas le nom de Claire Patterson. Donc, si un jour tu veux faire un biopic, voilà, je te l'offre. bon, tu dis Pierre Patterson? Claire Patterson. C'est un homme et c'est Claire CLAIR et Patterson, voilà. Et qui avec une passion pour la géologie depuis la petite enfance qui est absolument Je géniale. connaissais Et pas. Ouais, D'accord. bah écoute, regarde sur le personnage parce que vraiment il est romanesque. Dernière question spécifiquement pour toi. Kubrick a réalisé la vidéo du premier homme sur la Lune, vrai ou faux? Bien sûr, faux. Bien sûr, faux. Non, mais Tu te rends compte qu'il y a des abrutis qui le croient à cause d'un faux ah, documentaire, moi, parce que moi, c'est comme ça que ça ça me s'appelle. remarque. Je ne peux pas discuter avec les gens comme ça. Moi, en plus, chez mes parents, il y a les articles de presse de l'époque de l'unissage. Donc, il y a toutes les articles des années 69, tu vois, et on a qui sont conservés. Donc, c'était fait en direct. Mes parents l'ont vécu en direct. Moi, j'étais pas né. Je suis né 2 ans après. Mais je comprends pas qu'on puisse ne pas croire à ça, surtout qu'en plus, il y a des moyens de vérifier que c'est vrai, en fait, tu vois.
notamment des choses qui ont été laissées sur place, des trucs qui y sont encore, tu vois, qu'on peut voir avec certains télescopes, des traces, Eh ben, tu as par exemple des miroirs qui ont été faits par des Français, c'était, je crois, la l'université distance de Nice, pour mesurer la distance aussi, tu vois. absolument, sur lesquels tu peux tirer des lasers qui réfléchissent et qui nous donnent la distance exacte de la Terre à la Lune. Est-ce que tu connais ce film excellent qui s'appelle Capricorn One? Non, jamais vu. Je te conseille ce film complètement complotiste qui a certainement alimenté cette thèse. Ouais. Ceci dit, c'est un excellent film de Peter Iams qui a fait Outland aussi Mhm. et Ça- 2010. Très bon réalisateur de science-fiction. Capricorn One, c'est un film de science-fiction sorti en 78, si je ne dis pas de bêtises. Et on envoie 3 astronautes grâce à une énorme fusée sur Mars. Et au moment du décollage, quelques minutes avant le décollage, on les sort, on lui dit veuillez nous suivre, il y a un problème, veuillez nous suivre. On les met dans une camionnette, ils partent dans le désert et la fusée décolle sans eux. Et ils s'aperçoivent qu'on leur ouvre le désert, il y a un immense bâtiment. Voilà. Et dans ce bâtiment, il y a la surface de Mars reconstituée. Et on leur dit on n'a pas les moyens de vous envoyer sur Mars, vous allez simuler l'atterrissage. Oh putain. D'ici à ce que c'est effectivement Ah incité oui, mais quelques imbéciles à croire ça, mais non, mais alors film après, qui a marqué. il y a eu en fait un documentaire qui avait été commandé par la 5 pour un 1er Oui. avril. Et c'est ça qui a alimenté, puisqu'en fait, le réalisateur donc fait une demi-heure un peu sérieuse, et il finit par un délire complet où le gouvernement américain envoie carrément la 5e armée pour essayer de buter le chef opérateur de Stanley Kubrick, qu'aurait été à 2 doigts de parler. Enfin, c'est à mourir de rire, sauf que le type s'est retrouvé malgré lui à alimenter voilà, des croyances idiotes. Sébastien, on Ça a va... été alimenté, excuse-moi, je finis juste. Pardon. Ça a été alimenté aussi par le fait que sur Barry Lyndon, Kubrick a utilisé un objectif fabriqué par la NASA qui ouvrait, je crois, à 0,7 ou un truc comme ça. Un objectif qui est comme ça. Ouais. Et c'est ce qui lui a permis de tourner Barry Lyndon en lumière naturelle, à la lumière des bougies. Et donc les gens se sont dit, il a eu cet objectif en échange de quelque chose, tu vois. Oh la vache, mais tu vois, j'aurais même pas pensé qu'il puisse aller aussi loin et je ne savais pas pour Ça, c'est vrai, hein, il a tourné avec pour le. l'ouverture. À 0,7, tu prends un paquet de lumière quand même, hein. T'as intérêt à ce qu'il n'y ait pas de Tu vois source lumineuse tu trop vois la forte. gueule de l'objectif, tu comprends, hein, c'est un truc. Faut Sébastien, pas le merci laisser beaucoup tomber, hein. et bravo quand même pour ce quiz parce que tu t'inscris dans le classement des meilleurs. On verra si un jour je vous fais pas venir on va dire les 5-6 meilleurs, je vous fais pas faire un quiz C'est en compétitif. simultané tous ensemble. Est-ce que tu peux nous parler pour conclure un peu de l'actualité qui t'attend là sur la prochaine année, Ouais, les prochaines années, parce que le temps du cinéma est toujours un temps un peu long. ouais, c'est toujours un peu long. Écoute, dans l'avenir, là, l'avenir proche, j'ai mon film donc Call Meet qui va sortir un peu partout dans le monde. On travaille encore sur la sortie française. Je ne sais pas encore, je peux pas vous dire comment est-ce qu'il va sortir au cinéma, en plateforme, en VOD, je ne sais pas encore en France. En tout cas, sur le marché international, il est prévu 2024. Mal de choses. On va pouvoir le voir. C'est un pur thriller. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est un pur thriller, survival, thriller psychologique avec en rôle principal Alan Leach qui jouait dans Downton Abbey. Mhm. Donc c'est un film en anglais. Une comédienne qui s'appelle Nina Bergman euh, et un comédien français qui s'appelle Yann Tual avec qui j'avais déjà tourné une série. Voilà, les 3 comédiens sont fabuleux, vous verrez. Voilà, c'est un pur thriller, je dirais, dans l'esprit de. Ça pourrait être du Stephen King. Voilà, il y a un truc un peu tordu, un peu noir. Ouais. Et après, bah, j'écris mon prochain projet. On va voir, il y a 2, 3 trucs. Il y a du thriller, peut-être un film de science-fiction. Euh, pour l'instant, je cherche les idées. Je suis open et j'ai très très envie. Il y a un film d'anticipation, mais j'ai très envie d'écrire un film de science-fiction. Je crois que j'ai une idée que j'ai pas trop vue encore et je me dis voilà, il faut que j'arrive à un truc un peu comment dire, science-fiction philosophique. Voilà. Ah ben, Je ça. Je me suis dit bon, là s'il te restait qu'un film à faire, qu'est-ce que ça serait? Je me dis ah, de la SF, il faut que je fasse un film de SF. J'ai commencé avec de la SF, il faut que je fasse de la SF maintenant là. Mais c'est pas évident parce que ça coûte cher.
Donc il faut trouver une bonne idée et ça sera forcément en anglais parce que la France n'est pas très réceptive. Mais on va faire un truc de toute façon, et on va conclure là-dessus, Sébastien, c'est que si tu fais un film de SF, tu n'as pas le droit de ne pas nous prendre, nous, Astrofleet, comme consultants pour Ah le bah, faire. ça sera fait. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on va Merci. essayer de mettre la bande-annonce en fin de cette vidéo pour que les gens voient un peu de quoi parle Colmeet et pourquoi il a été aussi bien accueilli dans le monde anglo-saxon. Et puis, bah, écoute, continue à réaliser des films et des effets spéciaux et à faire rêver tout le monde. Et puis, je croise les doigts pour ce film de SF qui enverra tout le monde la tête dans les étoiles. Merci, Sébastien. Merci pour l'invitation. Salut.